Près-Saint-Gervais. Cahier des plaintes, doléances et représentations des habitants de la paroisse du Près-Saint-Gervais de Paris, conformément aux intentions de Sa Majesté. Nous ne croyons pas devoir entrer dans le détail des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration générale des finances de l'État. Nous ne pouvons que seconder par nos vœux nos concitoyens et invoquer les lumières, la sagesse et la prudence des députés qui seront nommés pour assister aux États généraux, pour diriger nos représentations et nos avis tendant à réformer les abus et à subvenir aux dépenses essentielles et nécessaires afin de soutenir la dignité du trône, venir au secours de la maison royale, aux frais de la guerre, des pensions militaires, gouvernement, fortifications, de ceux de la marine, des ambassadeurs, ministres dans les cours étrangères, enfin de tout ce qui est relatif à l'administration et aux finances du royaume. Ces motifs puissants ne peuvent être traités que par des génies supérieurs, guidés par des motifs d'équité et désintéressés, connaissant particulièrement ce qui peut être utile et avantageux pour la majesté royale et pour la nation. Nous devons donc nous renfermer seulement dans ce qui nous concerne. Nous sommes cultivateurs. L'agriculture nous occupe journellement depuis 2 heures du matin jusqu'à 10 heures de porter à la capitale le fruit de nos travaux. La glace, la neige, les frimas, les tempêtes et la pluie n'arrêtent pas nos pas. Les halles, les marchés sont garnis. Il est donc naturel qu'en procurant, ainsi que leurs circonvoisins, l'abondance aux habitants d'une ville aussi peuplée que celle de Paris, nous ayons l'honneur de proposer nos doléances particulières et les moyens d'y remédier. C'est ce que nous allons exposer le plus succinctement possible. Article 1er. L'état annuel des finances, vérifié d'après le produit des impositions, fera connaître s'il suffit aux dépenses et aux frais ci-dessus énoncés. S'il se trouve du déficit, il convient de lever une taxe générale pour y suppléer, assez étendue pour éteindre la dette de l'État. Article 2. Cette taxe doit être supportée par les propriétaires des biens territoriaux sans aucune exception. Notre village seul en fournit une preuve évidente et en prouve la nécessité, lequel contient environ 100 feux et il s'y trouve environ 30 maisons bourgeoises, maisons de plaisance, lesquelles ne paient rien à l'État, et entre lesquelles se trouvent des maisons immenses qui forment le déficit de la taxe du territoire et dont le malheureux cultivateur est obligé de supporter tout le poids. Les gens de commerce, d'industrie, négociants, banquiers et autres, ayant dans leur portefeuille billets et autres, qui tournent à leur profit par le haussement et la baisse de ces mêmes effets que l'on fait valoir à la bourse, lesquels ne produisent aucun fruit à l'État et composent néanmoins la moitié de la fortune des citoyens. Article 3. Cette taxe, une fois établie généralement par province, élection, paroisse, proportionnellement à ce que chacun possède et suivant l'estimation du produit, le rôle qui en sera fait dans les assemblées municipales, perçues par des préposés élus et choisis à la pluralité des voix, sera versé dans les temps indiqués dans les coffres des trésoriers commis à cet effet, d'après les rôles apurés dont sera fait état. Article 4. D'après cette taxe bien établie, il sera nécessaire de supprimer toute ferme, régie, compagnie quelconque, taille, 20e, droits particuliers rétablis et autres non autorisés par arrêt et règlement juridique dans les banlieues de Paris, comme étant onéreux, infructueux à l'État, vexatoires par les saisies et poursuites des commis, ardents, faux et infidèles, soutenus par les fermiers qui n'ont d'autre objet que celui de détruire par leurs poursuites outrées. Des marchands de la banlieue, assujettis et payant taille, ne peuvent aller aux villes de Meaux, Saint-Denis, Montmorisson et autres chercher leurs approvisionnements sans encourir toutes ces vexations de la part des commis. Le malheureux cultivateur, qui se restreint de son nécessaire pour payer ses subsides et acquérir une botte d'échalas pour sa vigne sans laquelle elle ne peut lui donner de production, qui est son unique ressource, est assujetti à payer 10 sous par chaque botte d'échalas, qui est une rétribution extraordinaire. S'il cherche à se soustraire à ce droit par son impossibilité et qu'il souhaite arrêter par les sudits commis, il lui ravit cette botte d'échalas, le digne fruit de son économie et de sa subsistance. Il est quelquefois obligé, le malheureux cultivateur, de laisser sa vigne inclute. Il est un abus qu'il convient encore de réprimer, c'est celui du dégât occasionné par les chasses dans les campagnes. Le paysan voit son champ dévasté par le gibier, il n'ose punir la bête dans la crainte d'encourir l'amende, la peine des galères ou autre plus forte.
Il en est de même de certains particuliers, richis des dons de la fortune, dans la banlieue, notamment sur notre terroir, qui envahissent le terrain d'un infortuné habitant, forcé par la nécessité de l'abandonner, pour planter de bois de pur agrément, dont l'ombre nuisible aux champs voisins les empêche de fructifier et d'être utiles aux cultivateurs par le moyen des insectes et du gibier qui s'y retirent et dévastent les héritages. Article 6. Les routes et les chemins qui conduisent du Pré-Saint-Gervais à Belleville sont impraticables pendant l'hiver, et principalement pendant les jours de pluie. Il y est arrivé grand nombre d'accidents, tant de morts d'hommes que de chevaux. Les habitants n'ayant d'autres moyens de subsister que le débit dans la capitale de leurs fruits, légumes, denrées, ainsi qu'il a été dit plus haut, partent à 1h, 2h du matin par le chemin d'une lieue plus long que celui par Pantin. Il est donc nécessaire de travailler promptement à la réparation de ces routes et chemins. Du temps des corvées, par les ordres de monsieur l'intendant, on s'occupait de ces réparations. Aujourd'hui, on a converti les corvées en une imposition formant un supplément à celle des tailles. Il paraît juste dans la taxe générale qui sera accordée, et dans celle particulière pour chaque ville, d'y ajouter aussi les frais de réparation des routes et des chemins, et de nommer des inspecteurs actifs et vigilants pour tenir la main à leur confection. Article 7. Il sera pareillement nécessaire d'aviser aux frais nécessaires pour la rédaction des rôles et autres relatifs à la levée des impositions suivant la cote particulière de chacun des contribuables, le plus économiquement que faire se pourra, et aux marques la livre de chaque cote. Article 8. Il existe encore un abus dans la banlieue sur la répartition des subsides commis par les commissaires qui étaient chargés de faire la confection des rôles. Les marchands de la banlieue, qui n'ont que 5 mois de commerce par la rigueur de l'hiver, jointe à leur peu de débit, et pour faciliter les concitoyens de leur village, sont obligés de vendre soit épicerie, pâtisserie, faire la boulange et autres. Le commissaire chargé de la répartition de la taxe, à sa volonté, leur fait payer une industrie sur tous ces objets. Nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'il existe encore un abus qu'on a toléré depuis trop longtemps, très préjudiciable aux laboureurs, cultivateurs de terre des environs de Paris. Comme la plupart de ces terres sont de très mauvaise qualité, il leur faut nécessairement des engrais, les fumiantes étant très rares aux environs de Paris. Ces engrais proviennent des fosses et immondices déposés dans des endroits nommés communément voiries. Hors dette, les villageois avaient la liberté d'aller prendre ces immondices dans les voiries sans être assujettis au paiement d'aucun droit. Même on les forçait à les enlever. Mais depuis plusieurs années, cette liberté d'enlèvement a été anéantie par un règlement de police que l'on annonce et que l'on ne connaît pas. Des préposés aux voiries exigent avant que chacun des villageois puisse enlever des voiries les immondices qui lui sont nécessaires pour fumer ses terres, qu'il paie 8 sous par chaque bête de somme et 8 sous par chaque cheval attelé, soit à un tombereau, soit à une carrette, qui fait un objet. Si la carrette ou le tombereau sont attelés à 4 chevaux, de 32 sous. Ce qui forme une somme considérable par chaque année. Mais au profit de qui tourne ce produit? C'est ce qu'on ignore. Il n'est pas moins vrai que le malheureux qui ne peut pas payer cette rétribution en est privé. Hélas, comment peuvent-ils payer ces subsides avec des loyers de terre très chers? Enfin, comment peuvent-ils donner la subsistance à leurs enfants si après avoir cultivé leurs champs à la sueur de leur front, ils ne leur produisent aucune récolte par le moyen qu'ils ont été privés d'engrais, n'en pouvant payer la rétribution? C'est pourquoi nous supplions Sa Majesté d'en ordonner la liberté, ainsi que ses fidèles ministres. Article 10. Il nous reste actuellement l'objet le plus important à traiter, c'est la subsistance générale des citoyens, savoir les blés et les farines. Nous réunirons nos suffrages avec ceux de tous les citoyens pour que le commerce des grains et des farines ne soit pas livré à des compagnies qui les font exporter hors du royaume et en occasionnent la distette pour ensuite les rapporter dans le royaume et les vendre au plus haut prix. Que les provinces suffisamment garnies de grains en fassent part aux provinces dont les récoltes n'auront pas été abondantes. Que les fermiers et laboureurs en conservent toujours chez eux pour pouvoir en garnir les halles et les marchés pendant 2 ans. Qu'il est établi des greniers publics où les grains et les farines soient déposés pour la consommation de 2 années. Que le prix soit invariablement fixé par les assemblées provinciales, qu'il y ait des inspecteurs fidèles et intacts nommés pour veiller à la conservation des grains et des farines à leur entrée et à leur débit, à la vente qui en sera faite, au prix de cette vente, ils en dresseront des proverbaux de 3 mois qu'ils remettront aux officiers municipaux. Alors si l'abondance de la récolte des grains suffit à la subsistance du royaume, il sera permis, d'après le consentement d'une assemblée nationale, de les laisser exporter hors du royaume. Article 11. Nous croyons être aussi en droit de former nos doléances sur la gestion et l'administration de la justice aux civils, plus accoutumés à en éprouver l'influence qu'aux criminels.
Nous hasarderons et proposerons nos réflexions à cet égard pour nous mettre à l'abri des longueurs de procédure, de la multiplicité des frais et de la voracité des officiers de justice, qu'il n'a pas été pour l'instant possible d'éviter. En effet, les seigneurs possesseurs de fiefs, ayant le droit soit de haute et basse justice, accordent des provisions suivant les titres à des baillis, prévôts, lieutenants, procureurs fiscaux, greffiers, procureurs postulants et huissiers. Ils ont grand soin d'insérer dans leurs provisions, et tant que nous plaira, que le pourvu d'office en soit en possession. Clause que Sa Majesté n'a jamais apposée dans les provisions qu'il donne aux officiers royaux. Nous allons faire sentir combien d'y résulte d'inconvénients d'une pareille clause et les abus que cela entraîne. Les seigneurs donnent des provisions souvent à des particuliers qui les sollicitent pour se procurer une qualité quelconque et qui imposent. La plupart sont de minces gratifications, d'autres prennent le titre d'avocat libre, assez aisé à acquérir comme on le sait, mais qui n'attribuent pas les capacités et les lumières nécessaires pour administrer la justice. Quand un village a le bonheur d'avoir un juge éclairé, équitable et désintéressé, qui n'a d'autre but que d'engager les citoyens à se concilier entre eux, à vivre en paix, quel regret n'ont-ils pas quand ils perdent ce juge remercié pour lui en substituer un autre, lequel, pour se dédommager du peu de produit de sa place, se livre à différentes concussions et vexations. Il est donc important de prescrire aux seigneurs de ne confier l'administration et gestion de leur justice qu'à des avocats reconnus estimables par leur lumière, leur probité, intégrité et désintéressement, de ne pas les remercier à leur gré. La conduite d'un juge peu éclairé, peu équitable et intéressé influe nécessairement sur les autres officiers de ce juge. S'il se permet des vexations et des concussions, il faut qu'il les tolère dans les autres officiers. Alors on voit éclore aux audiences des procédures monstrueuses terminées par des jugements sujets à appel, relevés dans un premier bailliage seigneurial, ensuite dans un bailliage royal et enfin au Parlement. Que de longueur et de frais un malheureux plaideur n'est-il pas forcé d'essuyer? Souvent pour un modique objet, il lui en coûte des frais immenses. Il est donc nécessaire, pour mettre ordre à ces abus, de réduire les différents degrés de juridiction. Telles sont les doléances dont les 10 habitants ont chargé leurs députés de présenter le cahier à la dite assemblée. Signé Durand, Cotin, Dubillon, Meunier, Pierre Cotin, Carizet, Damour, Durine, Marel de Joigny, Maheu, Thuillard. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale,
grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxes payées au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempt noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.